Je suis particulièrement heureuse de recevoir aujourd'hui Joseph Chovanec et nous le recevons donc sur le sujet l'autisme, c'est une manière d'être différent ou une autre manière d'être plutôt. Il est auteur de ce livre que je vous recommande chaudement. Je suis à l'Est et c'est une sorte, c'est entre l'autobiographie et un regard sur la comédie sociale, sur nous, autrement dit, nous qui sommes dans la norme. Et moi je pense que c'est très thérapeutique aussi pour ceux qui ne sont pas autistes, mais qui vont voir le regard d'un autiste sur notre société, et qui plus est, c'est un regard humoristique. Parce que bon, nous avons des travers, hein, nous aussi, nous avons beau être avons beau être dans la norme, mais nous sommes aussi à notre manière, chacun différent de l'autre. Et voilà, c'est un regard amusé qui vaut la peine d'être lu. Merci beaucoup. Je suis très heureux de rencontrer de nombreux visages, amis, futurs amis, je l'espère également. Et donc merci également surtout pour la très gentille invitation à cette soirée pour ce qui me concerne. Contrairement à ce que l'on raconte parfois, les gens avec autisme ne vivent pas dans des bulles. Et si tel est le cas, c'est plutôt parce qu'on les a enfermés dans une bulle. Je crois que 95% des problèmes que rencontrent les gens avec autisme dans leur vie sont liés à ce que j'appellerais méchamment le non-autisme, c'est-à-dire la méconnaissance de l'autisme de la part de la société. Il est des pays, alors des pays scandinaves ou des pays anglophones, où tout le monde connaît l'autisme, tout le monde connaît le syndrome d'Asperger par exemple, et tout le monde a une connaissance précise et à peu près correcte de ses particularités. On n'en est pas encore là, on espère que ce sera le cas en France dans quelques années également. Je trouve qu'il est formidable que l'on puisse avoir ce type de rencontres, de débats autour soit d'un handicap donné, soit de différents handicaps. Souvent, les plus belles soirées sur le handicap sont celles où on peut croiser différents handicaps et se faire une idée. Je tiens par exemple, si vous permettez, à rajouter que Amou Bouakaz, que vous avez gentiment cité, est aveugle de naissance. Donc c'est l'un des très rares hommes politiques handicapés de France. Parce que malheureusement, il n'y a pas de tradition, je veux dire, en France, d'avoir des responsables en situation de handicap. Alors, je dis responsables au sens le plus large, à savoir l'entreprise, etc. Voilà. Ça, c'est une chose. Je tenais donc, pour faire, c'est vraiment juste une petite présentation très ponctuelle. Il n'y a pas d'image, excusez-moi, normalement je montre un diaporama, désolé, ce ne sera pas le cas. Alors, juste quelques mots de présentation très rapide, si vous voulez bien, de l'autisme. L'autisme, contrairement à ce que l'on pense parfois, c'est une situation relativement fréquente. C'est-à-dire qu'il y a en France à peu près un demi-million de personnes avec autisme, à peu près 500 000. Alors pourquoi dire à peu près, pourquoi ne pas donner un chiffre un peu plus précis? Alors c'est simple, parce que les autorités publiques françaises n'ont jusqu'à ce jour jamais pris la peine de déterminer combien il y avait de personnes autistes en France. Donc on prend les chiffres anglais, et on dit que c'est plus ou moins pareil. Voilà. Donc déjà, ce chiffre par lui-même, par son approximation, vous montre tout le chemin qui reste à parcourir, mais aussi le nombre de personnes qui sont dans cette situation-là. Ce que également il ne faut pas oublier, c'est que quand on dit personne, cela sous-entend des êtres humains de tout âge, des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées. Alors même si on a vaguement commencé, je dis bien vaguement, on a vaguement commencé à prendre en compte le cas des enfants autistes, autant on n'en parle pas du tout des adultes avec autisme. Et alors, quelque chose dont vous n'entendrez jamais parler, je suis prêt à parier une tablette de chocolat, que vous n'en entendrez jamais parler, ce sont les personnes âgées avec autisme.
Pourtant, un enfant, qu'il soit autiste ou pas, deviendra très rapidement un adulte, puis ensuite une personne âgée, ça passe vite, quoi. Et tout d'ailleurs, tous les drames qui surviennent lorsque l'enfant devenu jeune adulte à 18, 19, 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus rien, quoi. Ça s'arrête là. Et l'une des de mon activité militante, parce que cela fait déjà des années que je suis une sorte de saltimbanque dans l'autisme. Dans cette activité militante, la question la plus difficile, je crois qu'on me pose régulièrement, c'est Joseph, on est parent d'un jeune avec autisme. Et donc il vient d'avoir 20 ans, 25 ans, que sais-je. Qu'est-ce qu'il va devenir quand on ne sera plus là? Alors c'est une question qui résume un peu tout le drame de la méconnaissance de l'autisme en France. Alors ça c'est pour cette présentation générale. Pour revenir sur peut-être quelques points de détail plus rapidement. Un premier point, la question du diagnostic. C'est toujours, on dit toujours que il faut avoir, et c'est exact, il faut avoir un diagnostic précoce, le plus précoce possible, parce que c'est dans l'enfance, dans la petite enfance, qu'on peut agir le plus efficacement, quoi. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que malheureusement en France, on n'a pas de diagnostic précoce. La ministre déléguée a dit récemment qu'elle était pour le diagnostic à 18 mois. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, on serait bien content d'avoir un diagnostic systématique à 18 ans. Ce n'est pas toujours le cas en France, c'est assez malheureux. Donc ça, c'est une chose. Avoir un diagnostic correct, cela présuppose bien sûr d'avoir une formation du personnel médical qui n'est pas réalisée. Aujourd'hui, vous pouvez devenir psychiatre ou médecin ou psychiatre en particulier et n'avoir jamais entendu parler de l'autisme durant toutes les années passées à l'université, quoi. Voilà. Autre chose, pas seulement une formation pour les médecins ou les spécialistes, mais une formation du grand public. Tant que l'autisme passera pour une insulte, comment est-ce que vous voulez que des parents acceptent l'idée que leur enfant est autiste? Comment est-ce que vous voulez que des jeunes en situation d'autisme puissent se reconnaître dans ce cas de figure? Aux États-Unis ou dans certains autres pays, être autiste, c'est chic, quoi. Ça passe pour chic. Dans une salle de classe américaine, quand on dit que le petit Tim, je ne sais pas quel autre prénom choisir, est concerné par l'autisme ou pas syndrome d'Asperger, les autres enfants disent « Oh, t'as vu, il est Asperger ». C'est presque comme avoir un papa banquier, enfin pas tout à fait. Mais donc voilà, il y a aussi une formation, je veux dire, générale à mener. Autre point, très rapidement, l'école. Alors pendant longtemps, on a raconté des âneries, on a pensé qu'il ne fallait pas, disons, mettre les enfants autistes ou alors handicapés en général, d'ailleurs c'était un peu la même thématique, à l'école. Qu'il fallait créer des lieux spéciaux, spécifiques, qui en fait ne permettaient pas du tout et ne permettent pas du tout à ces enfants de s'épanouir. Même l'enfant le plus normal au monde, comme le dit mon ami Jean-Claude Amezen, même l'enfant le plus normal au monde, si vous le privez d'école, il ne pourra pas s'épanouir. Et donc, je le dis parfois un peu plus vulgairement, excusez-moi, mais j'ai une faculté extraordinaire, je sais rendre débile n'importe quel enfant. Vous pouvez me confier n'importe quel gamin, et je vous garantis qu'en moins de 2 ans, je le rendrai débile. On va l'enfermer dans un petit box, on va lui jeter de la bouffe 3 fois par jour, et quand il va trop crier, on lui mettra des neuroleptiques pour le taire, quoi. Voilà. Donc c'est précisément le traitement qui a été réservé à des décennies de jeunes autistes. Alors, et que vous avez subi aussi. Ah oui, en partie, oui. En âge un peu plus avancé, mais quand même. J'ai été sous camisole chimique pendant 5 ans à peu près. Alors, après, bien entendu, il faut inverser tout ce paradigme-là.
c'est-à-dire la place des enfants autistes, comme d'ailleurs pour d'autres types de handicap, est bel et bien à l'école. C'est toute une, j'allais dire, une révolution scolaire ou même administrative en général qu'il faudrait mener pour que ce soit le cas. D'après les chiffres officiels, aujourd'hui, en France, 20% des enfants autistes sont scolarisés. Moi, je n'y crois pas à ce chiffre officiel parce que ce chiffre de 20% inclut des enfants qui sont entre guillemets scolarisés 1 heure par semaine. Mais c'est de l'escroquerie, être scolarisé 1 heure par semaine, autant avouer qu'on n'est pas scolarisé du tout, quoi. Donc, dans le même temps, aujourd'hui, aux États-Unis, 80% des enfants autistes sont scolarisés dans des écoles ordinaires. Et dans les pays scandinaves, on fait encore mieux, on approche des 100%, quoi. Donc, je ne suis pas un vulgaire démagogue, je ne promets pas les 100% de réussite à tout le monde, mais je pense qu'on peut de manière tout à fait réaliste et sans avoir besoin de trop de moyens, approcher de très près les 100%. En tout cas, on peut être beaucoup plus près des 100% que des 0% qui ont été plutôt le cas jusqu'à présent. Donc ça, c'était pour l'école. Un petit mot très rapide, excusez-moi, sur l'emploi. Alors là, c'est aussi une thématique un peu lourde qu'on commence à peine à entrevoir. De tous les handicaps existants, l'autisme, c'est l'un des plus excluants. Et là où cela devient dramatique, c'est que vous pouvez avoir toutes les compétences, capacités au monde, vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, et donc être en situation d'exclusion. Un bon nombre de mes amis vivent à la rue et malgré toutes leurs différentes capacités. Donc voilà, ça aussi c'est une thématique. Quel devenir professionnel on propose aux adultes avec autisme? Est-ce qu'on a pour seule vision, seul horizon des possibles l'allocation adulte handicapé et puis pour finir la rue? C'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes avec autisme. D'ailleurs, les pouvoirs publics français n'ont jamais pris la peine de déterminer combien il y avait de personnes autistes parmi les SDF ou les clochards, si vous préférez. Là aussi, il y aurait toute une étude à mener. Et à titre personnel, parfois j'écoute ce que disent les clochards. Et je suis frappé de voir qu'il y a des clochards extrêmement doués, quoi. Et il y a par exemple un clochard à Paris, je connais vaguement, il donne des cours d'histoire allemande. Vous l'habillez autrement, vous le mettez à la fac et il remplit la mission, je crois, fort bien. C'est quand même assez inquiétant. Voilà. Donc, après, un autre aspect dont on parle très peu, et malheureusement même dans les pays considérés à juste titre comme avancés sur l'autisme, quel loisir pour des personnes autistes. Ça, c'est toute une thématique. Vous pouvez avoir dans votre rue, comme voisin, le plus grand spécialiste au monde en matière d'autisme, être tout seul, toute seule, toute la semaine, quoi. Oui, c'est comme ça. Donc, allez, après cette petite tirade, juste quelques mots si vous voulez, un peu, juste ce sont des petites idées, des petites pistes de ce qu'on peut faire. Toutes ces idées ne coûtent rien à organiser, donc on ne dise pas que ce sont des problèmes de budget. Très concrètement, demain matin, a lieu notre café rencontre mensuel. Alors, le café rencontre, c'est une belle aventure. Il y a un peu moins de 10 ans, quand personne en France ou presque ne connaissait l'autisme, le syndrome d'Asperger, on était 4 ou 5 fous, quoi. On était vraiment des fous à avoir eu parmi les toutes premières séances de café. Et ensuite, ça a pris de l'envergure et c'est formidable. Il y a dans beaucoup de villes de France, il y a des cafés là, des plus beaux. Et je tiens à saluer indirectement un ami par ce biais à Grenoble, par exemple. Des gens viennent d'Italie pour aller à Grenoble pour rencontrer 2-3 heures des camarades avec autistes, des parents, des lieux périodiques ouverts à tous, parents, personnes autistes professionnelles, personnes de bonne volonté. Voilà, c'est un peu le concept du café rencontre. Et c'est extraordinaire de voir par exemple des jeunes adultes avec autisme qui arrivent la première séance terrorisés dans un coin, ils sont comme ça. Et au bout de 4 ou 5 mois,
vous voyez les mêmes en train de bavarder librement avec tel ou tel, et vous vous dites, c'est bien celui ou celle que j'ai vu il y a 4-5 mois. Oui, c'est lui. Ah, ok. Voilà. Et à ce titre, vous avez très gentiment évoqué le film Le cerveau d'Hugo. Je me permettrai d'ajouter peut-être une petite chose qui n'a pas été dite dans le film. C'est l'un des petits secrets du film. C'est que cela a été, je crois, la première fois dans l'histoire, disons, de l'audiovisuel français que l'on a interviewé à peu près 200 personnes concernées par l'autisme. Et donc, aussi, bon, l'autre point, c'est que, pardonnez-moi, pardon, le film donne la parole directement aux personnes avec autisme. Des personnes qui parfois, ou même pour la plupart, étaient totalement méprisées, moins que rien. Je ne sais pas si je dois le dire, mais je n'ose pas évoquer l'emploi, si on peut qualifier ça, qui permet à l'artiste Luna qui réalise ses œuvres de vivre, quoi. Je me tairai par pudeur. Ça, c'est une chose. Mais donc, aussi, c'est extraordinaire de voir comment ces gens qui étaient méprisés, rejetés, soudain ont pu comprendre qu'ils avaient quelque chose à apporter au monde, à la société. Et donc ça, c'est une chose tout à fait majeure. Et si on rencontre aujourd'hui les personnes qui ont participé au film Le cerveau d'Hugo, on est stupéfait par les progrès qu'ils ont réalisés. Donc ça, je tenais à souligner cela. Et dans cette optique-là, on essaye aussi cela de ça. Au début, ça paraissait utopique. Au début, c'est-à-dire il y a encore 2 ans et quelques, on a lancé une radio pour autistes. C'est une vraie radio, c'est la radio IDFM, en 4 lettres, IDFM, qui donc est émet à Enghien, désolé, c'est de l'autre côté de la région parisienne, et on peut écouter aussi sur Internet. Et le dernier dimanche du mois, l'antenne est confiée à un joyeux groupe d'adultes avec autisme. Et des gens que l'on croyait ou que l'on avait jugés comme nuls ou stupides ou incapables de communiquer deviennent animateurs radio. Et j'ai la prétention de dire que le joyeux groupe n'est pas si mauvais que ça, sinon les patrons de la radio nous auraient mis à la porte il y a longtemps déjà. Donc c'est assez extraordinaire de voir tout ce que déjà Écotis peuvent apporter. Il y a maintenant, ça commence en France, mais aux États-Unis ça existe depuis plus longtemps, des journaux écrits par des personnes autistes. Il y a différents livres écrits par des personnes autistes. Ceci étant, même comme quand on ne le sait pas trop, on est toujours lecteur de livres écrits par des autistes, par exemple Harry Potter. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de Harry Potter, et qu'on vient de savoir que l'auteur de Harry Potter est concerné par le syndrome d'Asperger. Voilà. Donc on pourrait continuer différentes choses. Je peux être beaucoup trop bavard parce que, en fait, ce qui n'a pas été dit, c'est que je souffre du syndrome Fidel Castro. C'est-à-dire que j'ai tendance à bavarder pendant des heures et des heures jusqu'à ce qu'on m'interrompe. J'ai peur d'avoir un autre accès de ce syndrome-là. Moi, je crois que je vais me taire et puis j'espère vous donner la parole. Et comme le dit un ami avec autisme, ne restez pas dans votre bulle. Hein. La parole est à vous à poser des questions. Merci beaucoup.